Bienvenue dans Murmure Métis, l'espace où on met en lumière les mécanismes invisibles du racisme et leur effet pervers sur les personnes racisées, en particulier les personnes métisses. Dans la première partie, nous avons parlé du gaslighting racial, cette manière subtile de pousser les personnes racisées à douter de leur propre perception en ce qui concerne le racisme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion en interrogeant ce qui se cache derrière ce réflexe. Qu'est-ce qui alimente ces réactions presque automatiques et pourquoi leur répétition sert à maintenir le confort des personnes non racisées, c'est-à-dire les personnes blanches? Derrière le doute, derrière les justifications, derrière le besoin de minimiser ou de détourner la conversation, il y a souvent une émotion refoulée, la honte blanche. Pas une honte assumée ou travaillée, mais une honte défensive, inacceptable, insoutenable. Celle qui surgit quand la réalité du racisme vient fissurer une image de soi fondée sur la bonté, la neutralité, l'ouverture d'esprit, etc. Face à cette émotion, deux chemins sont possibles. Soit on l'accueille, on la traverse, on se transforme, soit on la projette sur l'autre. Et très souvent, c'est cette deuxième voie qui est choisie. La personne racisée devient alors le problème. Trop sensible, trop agressive, trop radicale. C'est elle qui dérange, c'est elle qui doit se justifier. La honte, au lieu d'être reconnue comme une émotion nécessaire au travail antiraciste, est détournée, déplacée, transférée, projetée. Et ce transfert n'est pas neutre. Il vient imposer une posture à la personne racisée, de la victime au bourreau, de l'agresseur à l'agressé. Il devient alors attendu qu'elle rassure, qu'elle explique, qu'elle épargne. Et si elle refuse, alors elle est jugée comme agressive, dure, hostile. Ce mécanisme est particulièrement visible dans les espaces de mixité raciale, les milieux progressistes ou les relations intimes. Certains auteurs comme Resmaa Menakem proposent d'accompagner cette honte, de la contenir, de la comprendre. Cette posture a sa valeur, mais elle suppose une disponibilité émotionnelle que toutes les personnes racisées n'ont pas et ne devraient pas avoir à offrir. Parce qu'accompagner la honte blanche, c'est encore centrer l'énergie sur l'autre, c'est détourner l'attention des blessures, des traumas, des colères légitimes que le racisme a laissées dans les corps, les nerfs, les héritages. Il n'est pas du rôle des personnes racisées de réparer ce que d'autres refusent de regarder. Il n'est pas de leur devoir de préserver une image qui les a invisibilisées. Ce n'est pas à elles de porter une honte qui ne leur appartient pas. Parmi les formes les plus insidieuses du gaslighting racial, il y a celle qui prend l'apparence du compliment. Tu es belle. 3 mots simples, apparemment inoffensifs, voire valorisants. Mais dans un contexte marqué par des rapports raciaux inégaux, ce compliment peut devenir un outil de neutralisation. Quand une femme blanche le prononce, il arrive qu'elle ne parle pas vraiment de la beauté de l'autre, mais de la sienne, de sa capacité à ne pas être raciste, à s'ouvrir. Le compliment devient alors un geste d'auto-justification. Une manière de dire « Regarde comme je suis bienveillante, regarde comme je suis tolérante, regarde comme je suis ouverte ». Ce compliment vient souvent marquer la tension raciale présente dans l'interaction. Il la recouvre d'un vernis affectueux, en apparence chaleureux, mais profondément déconnecté du vécu de la personne racisée. Et surtout, le regard blanc n'a ni les références, ni les codes, ni la légitimité pour évaluer ce qu'est la beauté noire ou métisse. Ce qu'il valorise est souvent une version édulcorée, européanisée, rendue plus acceptable par les standards dominants. Ce n'est pas un regard ancré dans l'histoire des corps racisés, ni dans des référentiels communautaires où ces beautés se sont transmises, affirmées, célébrées. Dans ce contexte, le compliment ne devient pas une reconnaissance, mais une forme subtile de dépossession.
Il réinstalle le regard blanc comme centre d'évaluation, comme autorité esthétique, et il nie le fait que les personnes racisées connaissent déjà leur beauté, dans leur famille, dans leur communauté, dans leur propre récit. Ce compliment ne fait que valider ce que l'autre sait déjà, mais il le fait depuis un regard extérieur, souvent ignorant, parfois condescendant. Et lorsque ce compliment est reçu avec distance, doute ou méfiance, la personne blanche peut se sentir blessée, incomprise, voire rejetée. Or, ce n'est pas le compliment qui blesse, c'est la charge implicite qu'il transporte et le pouvoir qu'il cherche encore à exercer. La vérité du racisme ne peut pas être rassurante. Elle bouscule, elle déplace, elle dérange, et c'est justement cela qui permet parfois une transformation. Le gaslighting racial agit comme un brouillage. Il trouble la perception, il inverse les rôles, il pousse les personnes racisées à se questionner alors qu'elles n'ont fait que constater. Sortir de ce doute, c'est un acte de lucidité radicale. C'est se dire calmement mais fermement « Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti et je n'ai pas à me justifier ». C'est refuser de porter la honte des autres. Ce n'est pas à nous de préserver l'image que les personnes blanches ont d'elles-mêmes. Ce n'est pas à nous d'arrondir les angles de leur conscience. Ce n'est pas à nous d'être le baume sur leur malaise. Mais ce conditionnement ne concerne pas seulement les autres. Il agit à l'intérieur de nous aussi. Et chez les personnes métisses, ce brouillage est souvent encore plus subtil, plus profond. Beaucoup ont été dressés, socialement, affectivement, familialement, à ne pas voir, à prendre la défense de la blancheur, à minimiser les violences, à douter de leurs propres ressentis pour rester acceptables. Rompre avec ce conditionnement, c'est reprendre sa souveraineté intérieure, c'est dire non à l'amnésie, c'est refuser d'être l'intermédiaire docile entre le confort blanc et la douleur noire. Nommer le gaslighting, c'est le démasquer. Et en démasquant, on rend visible la stratégie. Maintenir un système d'inégalité sans que personne ne s'y oppose. Sortir du doute, c'est retrouver sa clarté, sa mémoire et son droit à dire « Ce que j'ai vécu est réel et je n'ai pas besoin que tu l'approuves pour que ce soit vrai. » Si tu es une femme métisse et que tu t'es souvent demandé si tu exagérais, tu n'as pas rêvé. Tu as simplement été conditionné à douter de toi. Ne les crois pas sur ta beauté, sur ta voix, sur ta légitimité. Crois-toi, ta perception. Mets des mots là où ils sèment le flou. C'est là que commence ta libération. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, laisse un commentaire, partage et abonne-toi pour ne pas manquer ce contenu de qualité. Et n'oublie pas, tu n'as pas à t'expliquer, juste à exister, et pas à moitié, en étant les deux, entièrement toi-même, sans compromis, et tu n'as rien à prouver. Alors à très vite en murmure métis.